Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à tous. Salut Cyril, Hervé, Vincent. Bonjour. Je suis heureux de vous avoir. On va attendre un tout petit peu que Vince, salut. Yann, bonjour tout le monde. Benoît évidemment. Yes, Jérémy, super. Bienvenue, bienvenue à tous. Grégory, tout le monde est là. La tonnellerie Navarre, salut. Damien, Letty Mathieu, Hervé, salut. David. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tonton. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, bonjour à tous. Je pense qu'on va attendre un petit moment que tout le monde se connecte. On est à une soixantaine de participants. C'est génial. Et ça augmente encore. Euh, je suis vraiment enchanté de vous avoir aujourd'hui. L'idée, ça va être de vous présenter la gamme que vous connaissez par ailleurs. Salut Jérôme, Mathilde. Et puis de répondre à vos questions. J'espère qu'elles seront nombreuses et nourries. Euh, voilà, alors je vais peut-être commencer par me présenter, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Cyril Lawson, je suis en charge du développement des ROM HSE. Je travaille à HSE depuis 97, ce qui fait quelque chose comme 20 et quelques années. Et j'ai eu la chance de participer à cette aventure magnifique des ROM agricoles, le passage à l'AOC évidemment, et plus particulièrement et singulièrement des ROM HSE. Qui ont beaucoup évolué évidemment depuis cette période-là. Ce que je vous propose peut-être, c'est de commencer par pardon, Wilfried qui demande qu'est-ce qu'on boit. Salut Martial. Écoutez, je vous propose, vous avez vu mon armoire derrière, hein, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors moi je vais tout simplement vous accompagner avec ça. Je ne sais pas si vous voyez. Puisque c'est l'heure de l'apéro en métropole, je suis en Martinique évidemment. Voilà, je vous accompagne avec quelques gouttes de brut de fût de chêne français. Voilà, à la santé. Magnifique. Bon, donc je vais vous présenter la gamme et puis je vous propose de faire un jeu de questions-réponses, si vous voulez bien. Alors, en préambule, je voulais vous donner un peu des nouvelles de la situation en Martinique, parce qu'évidemment, nos réseaux sociaux fonctionnent bien, mais on est donc comme vous dans l'Hexagone, évidemment confinés. Comme vous le savez probablement, nous sommes en pleine période de récolte et du coup, c'est un enjeu, c'est un moment très particulier pour nous, un enjeu redoutable puisque si nous ne sommes pas en capacité évidemment de produire du rhum cette année, on le paiera
toute cette année et une partie de l'année prochaine. Donc on réussit jusqu'à présent à sanctuariser et à produire du rhum. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle grâce à l'implication de l'ensemble de nos équipes. Et ça, je tiens vraiment à les remercier, que ça soit Françoise Elisabeth, qui s'occupe de la partie agricole, donc de faire pousser la canne, et toutes ses équipes, que ça soit François Pinaza, qui est notre responsable de la distillerie du Simon, et l'ensemble de ses collaborateurs qui œuvrent tous les jours pour produire du rhum, et qui nous permet aujourd'hui d'être dans une situation loin d'être confortable évidemment, mais une situation jusqu'à présent à peu près correcte. Alors évidemment, on a une production qui est bien moindre que celle qui est attendue, mais les équipes sont à pied d'œuvre pour nous garantir une production, on va dire, optimale en fonction évidemment des aléas que vous connaissez tous, qui sont ceux d'avoir des collaborateurs qui sont malades. On a beaucoup de chance, on est assez préservé là-dessus, et donc on arrive à peu près à fonctionner au niveau de la production. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et je crois que nombre de mes confrères sont à peu près dans notre situation, c'est-à-dire que la situation n'est évidemment pas optimale, mais on arrive à produire à peu près dans des conditions correctes. Voilà. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Je vais vous présenter peut-être la gamme d'HSE, vous la connaissez pour beaucoup, et ça permettra un peu de rebondir sur des questions plus techniques probablement que vous aurez. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter la gamme en fonction de plusieurs familles, on va dire. Les classiques, qui sont nos rhums blancs classiques, VO, VSOP, XO. L'univers des finitions, qui a fait beaucoup parler d'HSE. L'univers des experts casques, c'est-à-dire les rhums extra vieux avec des partis pris de vieillissement particuliers. Notamment, je veux parler du small cask avec ses différentes versions et millésimes, du single cask, des single cask 98-2003 et ses différentes versions évidemment, et nos grands millésimes que sont le 98 aujourd'hui et le 1960. Alors voilà un peu comment on segmente notre gamme. Nous avons les blancs classiques, évidemment, que vous connaissez, qui sont des rhums qui sont produits dans l'année. Alors, est-ce que j'ai une petite bouteille à vous présenter ? Donc, voici le rhum blanc classique qui est, que vous connaissez tous, qui est la fameuse étiquette, qui est déclinée en trois références aujourd'hui, le 50 et 55 degrés, qui sont des degrés évidemment historiques de la Martinique et qu'on retrouve dans l'Hexagone, et également une version 40 degrés qui n'est commercialisée qu'en métropole. Donc ça, ce sont nos rhums de l'année. C'est une sélection évidemment de notre distillerie du Simon, et que vous utilisez assez fréquemment en petit punch ou en cocktail, ou en sec pour certains des puristes. Ensuite, dans la gamme des rhums blancs, on a des rhums blancs, alors j'aime pas trop le mot premium parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on a des rhums blancs qui sont un peu travaillés. Et je voulais un peu revenir là-dessus parce que... Salut Stéphane. Je voulais un peu revenir là-dessus parce que c'est une des marques de fabrique d'HSE. Ce sont les fameux millésimes de rhum blanc. Dont j'ai le dernier, qui est la cuvée 2016 ici. Et pour ceux qui s'en souviennent, les anciens, nous avons également, dans l'histoire, eu la cuvée 2000. Donc HSE a été très très novateur depuis son redémarrage en 1996. Salut Thomas. Et donc la cuvée 2000 a eu beaucoup de succès, je dirais un peu à double détente. Parce qu'à l'époque, nous l'avions sorti le premier batch en 2002, donc après 2 années de brassage. Je rappelle que les cuvées de rhum blanc sont des sélections d'une année particulière, du meilleur millésime de l'année, du meilleur distillat de l'année, et
on y applique un brassage et une réduction lente, ce qui est vraiment une exclusivité HSE, en l'occurrence, même si j'ai cru comprendre que certains confrères s'y sont mis. L'objectif de ce brassage et de cette réduction lente est d'optimiser vraiment le rhum. Et je vais vous raconter la petite histoire qui a permis de créer ces millésimes de rhum blanc. Ouais, Mathieu, notamment le 2000. En fait, quand je suis arrivé en Martinique, donc début 97, j'ai eu la chance de travailler avec que je salue, qui est là-haut et qui nous regarde, qui était un monsieur qui a travaillé à la distillerie Saint-Étienne depuis l'âge de 13 ans, et quand je suis arrivé, il en avait 64. Donc c'est pour dire que c'était vraiment un ancien. Et qui m'avait fait part du fait à l'époque que les vrais connaisseurs de rhum, nos compatriotes qui boivent le décollage, le tiponche et qui ont je dirais une habitude de consommation des rhums, savaient quand le rhum qui était mis en bouteille était du rhum frais, c'est-à-dire du rhum de la récolte de l'année. Et souvent on lui demandait si on pouvait avoir plutôt le rhum de l'année précédente, parce que ces amateurs trouvaient le rhum meilleur. Donc là, je vous parle de 98, hein, donc ça date pas d'hier. Et ça m'avait pas mal interloqué comme information. Je me suis demandé si c'était comme beaucoup d'entre nous, quand on prend un peu d'âge, on a de la nostalgie et on a tendance à considérer que c'était bien mieux avant, le fameux c'était bien mieux avant. Néanmoins, j'ai essayé de creuser un peu cette piste avec les équipes de l'époque. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait effectivement un effet, que les rhums étaient plus ronds, plus fins, plus complexes quand ils étaient restés en cuve inox, donc c'est pas un vieillissement, pendant, on va dire, 6 mois, 7 mois, 1 an. Et donc de ce fait, on a commencé à faire les premiers tests en 99, et en 2000, on a sélectionné le distillat que vous connaissez, qui est la cuvée 2000, donc, qui est un distillat qui était fabuleux, ultra floral, vraiment fleurs blanches, jasmin et canne à belle maturité. Et en fait, on l'a laissé en cuve, on l'a brassé régulièrement et on l'a goûté tous les 6 mois à l'aveugle pour voir si on percevait la différence de profil avec le témoin. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait un vrai effet de brasser et de réduire les rhums tout doucement, en leur laissant le temps, en ne les choquant pas. Et donc, fort de cette découverte, on a été au fur et à mesure, au bout de 2 ans, on continuait à trouver la différence. Et ce qui nous a permis en fait de mettre au point ce procédé de brassage et de réduction lente dès l'année 2000, voire 99. Donc c'est l'histoire des cuvées. Pour mémoire, hein, pour les aficionados, nous avons donc la cuvée 2000, la cuvée 2007, la cuvée 2010, la cuvée 2012, la dernière qui est la cuvée 2016, et pour être totalement honnête avec vous, nous sommes en cours de préparation de la cuvée 2018 qui sera exceptionnelle dans un autre registre que la cuvée 2016. Donc ça, c'est une petite exclusivité que je vous donne. Évidemment, je pense que c'est un produit qui sortira assez probablement en fin d'année au regard des événements qui nous traversent aujourd'hui. Donc voilà pour les cuvées un peu particulières de rhum blanc. Sachant qu'il faut que je rajoute, et évidemment, notre fameux parcellaire sur un monovariétal que je trouve personnellement sublime de finesse et d'élégance, qui est également un rhum blanc travaillé. Alors on n'a pas été jusqu'à 2 ans de réduction pour le parcellaire et de brassage, on a fait un brassage et une réduction sur 1 année et demie à peu près, pour lui laisser un peu un des éléments caractéristiques de ce produit, c'est-à-dire sa tension, sa finesse et son élégance. Donc voilà pour je dirais pour les rhums blancs. Est-ce que c'est le moment où vous me posez peut-être des questions? Est-ce que vous avez des choses que vous souhaitez voir un peu déployées de ma part? Est-ce que vous avez des questions sur la gamme des rhums blancs HSE? Bon, on a un petit décalage hein, sur
sur effectivement... Ouais, Thomas, il y a un 2018 qui arrive. Alors, Mathieu me demande où sont distillés nos rhums et j'ai une autre question sur la sélection des millésimes. Alors, euh, nos rhums sont distillés dans notre usine qui s'appelle la distillerie du Simon et qui est basée au François. Donc, nous distillons à peu près au Simon autour de entre 3 millions 5 et 4 millions de litres en fonction des années. Nous avons donc, lors du rachat de Saint-Étienne, nous avions... alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Hein. Je reparlerai des brutes de Cologne, de la question de Thomas, par exemple. Donc, lorsque nous avons racheté Saint-Étienne, nous avons donc démonté les 4 colonnes qui étaient sur place. Il y en a une qui est restée et il y en a 3. Alors elles étaient en mauvais état pour être totalement honnête, mais avec les 3 on a pu en réaliser 2 qu'on a placé à la distillerie du Simon, avoir un continuum parce que la colonne a un énorme impact sur le goût du rhum. L'année a un impact, la variété de canne a un impact, le terroir a un impact, mais la colonne à distiller a un impact très très important. Alors pour illustrer un peu ça, si vous voulez, quand on a 2 mêmes variétés de canne, on va dire la même parcelle qu'on coupe, et qu'on la passe à 2 colonnes à distiller différentes, on va avoir un rhum qui est sensiblement différent. C'est-à-dire que vous percevez vraiment la différence, alors que la matière première est la même, la canne. Vous avez évidemment une différence qui est très perceptible. Elle se perçoit. Les gens qui ont eu la chance de faire la visite de la distillerie avec nous, on le fait souvent, c'est-à-dire que on fait goûter 2 distillats sur le même jus et on perçoit totalement la différence. Donc il y a des variations qui sont très très fortes dans les rhums blancs, contrairement à ce qu'on pense, et qui sont induits à la fois par l'année hein, et les aléas climatiques, par le terroir, mais également par les colonnes à distiller. La colonne à distiller a un impact évidemment très très fort. Si vous passez 2 variétés de canne ou 2 parcelles différentes à la même colonne, vous obtenez un rhum légèrement différent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a évidemment un impact sur de la canne, sur le profil du rhum, mais l'impact est très important également sur la colonne à distiller. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de connaître, que vous avez peut-être pas en tête, mais c'est quelque chose qui est très important. Alors, comment se font les sélections, puisque j'ai eu cette question, comment se font les sélections de cuvées? Alors, on les fait, ou en tout cas, on teste de les faire, on essaie de les faire à chaque fois que l'année est singulière. Ça veut dire quoi, une année singulière? On a, dans les grands profils de rhum blanc de la Martinique, 3 typologies on va dire 3 ou 4 typologies d'arômes qui définissent la typicité des rhums AOC Martinique. On a les arômes dits floraux, dont la canne à belle maturité, ou la canne est un des arômes. On a des arômes de fleurs blanches, par exemple. On a également des arômes fruités. On retrouve assez fréquemment dans les rhums martiniquais des arômes d'agrumes, citron vert, pamplemousse. On peut retrouver des notes de fruits exotiques également, fruits de la passion, ananas, voire ananas rôti, et on peut retrouver herbacées et épicées, sachant que l'herbacée, en fonction je dirais des nomenclatures, peuvent être placées dans les floraux. On a des épicées, donc, avec des notes de poivre et d'anis. Donc tout ça permet de caractériser les rhums AOC Martinique. Et donc, il y a des années où on va avoir des tendances plutôt herbacées. On remarque que c'est en général, même si ce n'est pas toujours le cas, les années où il y a une pluviométrie assez importante, on peut avoir donc des arômes plutôt fruités et floraux, et donc à chaque année particulière, où on va avoir un équilibre de ces 3-4 familles d'arômes un peu particuliers, on va sélectionner le distillat le plus représentatif de l'année et lui appliquer ce brassage et cette réduction lente. Ce qui va nous permettre, en fait, sur la base d'une première sélection, de sublimer le bouquet aromatique sans choquer le rhum blanc en y rajoutant de l'eau rapidement pour la réduction. Je rappelle pour mémoire que quand on rajoute de l'eau dans de l'alcool,
alors ouais, Mathieu me pose une question, je suis désolé, j'étais en train de lire. Lorsqu'on met de l'eau dans de l'alcool pour la réduction, eh bien ça implique, ça entraîne une augmentation de température assez forte. Le fait de rajouter de l'eau dans de l'alcool est une réaction qui est dite exothermique, qui dégage de la chaleur. Et comme beaucoup d'arômes sont des bases de protéines, d'acides aminés, vous coagulez les arômes en réduisant votre rhum rapidement. Donc le fait d'avoir ce brassage et cette réduction lente permet 3 choses fondamentales. La première, de ne pas choquer le rhum et de préserver le bouquet aromatique du produit. Le deuxième avantage, c'est d'affiner le profil, parce que quand on laisse le rhum posé dans ce genre de cuve, on détache le profil. Quand on avait des notes de citron, par exemple, on peut avoir des notes de citrus, de pamplemousse rose, et on détache le profil de cette manière. Et en y appliquant ce brassage et cette réduction lente, il y a une descente naturelle du degré, et donc une moindre adjonction d'eau pour réduire le rhum, et donc on a des rhums qui sont beaucoup plus concentrés. Voilà pour l'explication. Alors on me demande, est-ce qu'on va faire un brut de fût? Alors, un brut de colonne, pardon. Alors, il est vrai qu'on voit fleurir des offres brutes de colonne. Pour être honnête avec vous, ça fait 2-3 ans qu'on regarde certains bruts de colonne. Pour l'instant, on n'y a pas été. Peut-être que cette année sera l'année. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. On y réfléchit, mais il faut que le produit s'y prête. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire un brut de colonne parce que c'est la mode, entre guillemets, mais on veut le faire parce que ça a un vrai intérêt organoleptique. Pour mémoire, quand vous goûtez la cuvée 2016 par exemple et le parcellaire 2016, vous sentez bien qu'il y a un univers qui est totalement différent, même s'il y a des arômes qu'on retrouve, qui sont des arômes de l'année. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt de notre point de vue pour sortir un produit, mais évidemment on y pense. Alors, le passage en bio, puisque j'ai une question sur le passage en bio. Le passage en bio nous intéresse, nous intrigue et est une vraie préoccupation pour nous. Il faut quand même savoir que avant le passage en bio, je considère qu'aujourd'hui nous sommes en agriculture raisonnée. La canne est un végétal qui est relativement robuste et nous avons la chance aujourd'hui de ne pas utiliser de pesticides et d'avoir un nombre d'intrants qui est vraiment minimum. Donc c'est quand même la première étape. Et le passage en bio est une vraie question parce que évidemment ça implique économiquement un surcoût qui est très très important. On ne sait pas si vous serez de nature à suivre ce surcoût dans un premier temps. Et donc il faut qu'on s'y prépare de façon organisée et structurée. C'est un long cheminement. Même si c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est une préoccupation de tout agriculteur et de tout homme de bon sens. On s'attache, je dirais, aujourd'hui à faire notre agriculture raisonnée de la manière la plus clean possible, évidemment. Et c'est une préoccupation qu'on a. Voilà. Alors, je vois des questions de brut de colonne qui reviennent assez souvent. Je crois y avoir répondu tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en ai probablement loupé. Alors, Johan me demande, la canne d'or en brut de colonne serait top. C'est vrai qu'elle serait top, pour être totalement honnête. D'ailleurs, on l'avait goûté comme ça au départ. On a failli la donner comme ça. Mais comme c'est relativement pointu, vous êtes des grands amateurs de rhum, vous êtes habitués à boire du rhum, il n'est pas obligatoire d'avoir un brut de colonne pour avoir quelque chose qui est très concentré. La preuve, puisqu'on a avec le parcellaire notamment un produit qui est très fin, très tendu et très complexe. Mais, coucou Christine, mais on y a pensé. Comme je vous le dis, le brut de colonne sera peut-être à l'ordre du jour si nous trouvons un jus qui apporte réellement quelque chose d'intéressant au-delà du degré et de la concentration, évidemment. Nadia me dit qu'elle adore quand ça devient scientifique. Moi aussi, Nadia, je t'adore. Voilà. Bon, alors, si vous n'avez pas d'autres questions... alors, j'ai une question de Lydie qui me demande si l'année 2020 sera singulière.
Écoutez, on a tout ce que j'ai dégusté jusqu'à présent est vraiment intéressant sur 2020. On a la chance d'avoir on a la chance d'avoir évidemment une année un peu stressante au regard du Covid, mais d'avoir une année qui est sèche. Et les premiers rhums que nous avons dégustés sont vraiment sympas et je pense que 2020 qualitativement sera vraiment intéressant. Et il y aura des choses assez probablement à sélectionner sur l'année 2020. Alors, est-ce que on peut imaginer un brassage plus long que 2 ans? Alors, ça c'est Benoît Bayle qui nous pose la question. C'est vraiment intéressant parce que sur la première cuvée 2000, on a lancé un premier batch en Martinique en 2002, donc elle avait 2 ans. Et ensuite, on l'a lancé en 2004 dans l'Hexagone, en France, et donc sur nos petits marchés européens. Et donc là, on a été jusqu'à 4 ans. Et on sent honnêtement encore la différence. Le rhum s'affine encore un peu plus. Le vrai problème qu'on a, c'est un problème économique, on va pas se mentir. Parce que de laisser un rhum 2 ans, un rhum blanc 2 ans en cuve inox, pardon, donc inerte, entraîne un surcoût. Et évidemment, quand on achète ces contenants, hein, en général, ce sont des cuves qui font de 5 à 8 000 litres, voire 10 000, et qu'on l'immobilise pendant 2 ans, ça veut dire qu'on ne l'utilise pas pendant 2 ans. Et évidemment, quand on prend alors là, c'est économique, mais quand on prend le prix d'une cuve et qu'on l'amortit sur 10 ans sur les millésimes, évidemment ça renchérit le prix du rhum et je trouve qu'il est assez important d'avoir quand même aussi des produits qui soient abordables, techniques certainement, mais abordables. Donc il y a un intérêt, mais plus on monte dans le temps, moins l'effet se fait sentir et on a un pic qualitatif entre 2 et 3 ans. Et après, ça devient un peu plus touchy, en tout cas à la dégustation à l'aveugle, pour faire la différence. Et il y a aussi une dimension économique. Alors, Tiburs me demande si le bio oblige de ramasser la canne à la main. Eh bien, non. Le bio ne l'oblige pas. Même si, encore une fois, HSE ne fait pas de bio. Hein, je veux pas vous dire, vous raconter des bêtises. HSE ne fait pas de bio pour l'instant, mais voilà. Alors, Wilfried nous dit, je me fais la Tour Blanche 2005, moi. Super. Tu peux pas être foncièrement mauvais, Wilfried. Ça, c'est certain. Voilà, est-ce que vous auriez d'autres questions sur les blancs? Il y a peut-être des questions que j'ai éludées, hein, parce que ça défile assez rapidement. Mais voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les rhums blancs. 2020, je pense, sera une bonne année qualitative. 2019 a été une année extrêmement compliquée. En 20 ans, plus de 20 ans dans le rhum, c'est la seule fois, donc c'était l'année dernière, où on a une année tellement sèche qu'il y a des parcelles qu'on n'a pas récoltées à la fin, parce que la canne était tout simplement quasiment de la fibre et de la poussière. Donc c'était une année très très particulière où on a vu notre production baisser de plus de 20%. Et ça a été une année un peu catastrophe à cause de la sécheresse. Alors c'est paradoxal parce qu'on a besoin de sécheresse pour que la canne ait un beau taux de sucre, mais de la sécheresse à ce point-là, ça a été extrêmement compliqué. Alors, les types de colonnes utilisées, j'ai cette question. Alors, on a 3 typologies de colonnes. Une colonne dite créole, une colonne, alors elles sont toutes des colonnes à distiller, mais elles ont des noms particuliers en fonction du producteur de la colonne. Il y a une barbée savane et une colonne créole type, hein, avec lesquelles on travaille. Et qui ont évidemment un impact sur la qualité du rhum. Au final, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on a remarqué, et on est en train de typer ça également, c'est que la colonne de type créole a tendance à avoir un nez très fin et très élégant, et peut-être un tout petit peu en dessous en termes d'expression au niveau de la bouche.
et que la Barbet Saval ont, eux, une bouche qui est assez puissante et assez ronde. Et donc ça peut être intéressant, au même titre qu'un champagne, en tout cas sur le rhum courant, aussi d'avoir cette possibilité d'assembler l'ensemble de ces colonnes pour donner un rhum le plus complexe possible et le plus expressif possible. Oui, Charisma, j'ai répondu à ça tout à l'heure. On travaille avec notre distillerie sur des colonnes qui étaient historiquement des colonnes HSE, qui ont été refaites pour partie, pour certaines, et qui donnent la typicité assez particulière d'HSE. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions concernant les rhums blancs? Alors, salut Raymond. J'ai Raymond qui me demande CDR. Alors, CDR, j'imagine que ça veut dire confrérie du Rhum, c'est ça? Alors, confrérie du Rhum, on a réalisé de belles cuvées avec la confrérie du Rhum, notamment les premiers bruts de fût qui nous ont permis de donner à la découverte un peu le travail qu'on a réalisé sur certains fûts de chêne français notamment. Je pense que voilà, on travaillera assez rapidement pour vous faire une petite surprise avec Benoît et Géry sur une nouvelle cuvée. Dès qu'on y verra un peu plus clair sur sur les conditions à laquelle on pourra reprendre nos activités classiques. Alors, Jérôme me pose la question, réponds après, là-dessus. Donc, Jérôme me pose la question sur l'eau utilisée. Alors, on utilise aujourd'hui, salut Guillaume, on utilise aujourd'hui de l'eau osmosée. En fait, nous ne sommes pas comme dans les whiskies où l'eau doit avoir un impact sur le profil du rhum au final. Alors, nous utilisons deux sources d'eau, une source que nous avons la chance d'avoir à HSE, et également de l'eau de ville, quand la source a un niveau trop bas, que nous passons à l'osmoseur. Alors ça veut dire quoi? L'osmoseur, c'est une machine un peu bizarre qui va purifier l'eau et enlever tous les minéraux présents dans l'eau. Donc si on met une électrode avec un plus et un moins, il n'y a aucune conductivité de l'eau, ça veut dire qu'il n'y a aucun ion et aucun autre élément. L'eau est vraiment, c'est du H2O pur. L'objectif de la réduction et de l'eau qu'on apporte au rhum n'est pas de faire varier le goût, mais uniquement de faire descendre le degré, comme je vous l'ai expliqué, en choquant le moins possible le produit. Là aussi, l'AOC nous dit vous avez 8 semaines entre le moment de la distillation et le moment de la mise en bouteille au minimum. On réalise nos réductions sur un temps un peu plus long en règle générale à HSE, sur les blancs classiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 2 ans sur nos cuvées de rhum blanc, et ce depuis l'an 2000. Hein, donc ça fait presque 20 ans. Ça fait presque 20 ans qu'on réalise ça. Alors ça a été assez marrant d'ailleurs dans l'histoire, puisque c'est uniquement en 2007 et en 2008 que la cuvée 2000 a eu le succès que vous connaissez aujourd'hui, parce que je pense que les amateurs de rhum n'étaient pas encore prêts, ou peut-être qu'on n'a pas su expliquer ce produit, et ce produit n'avait pas trop été compris dans un premier temps, et c'est après qu'il y a eu un rebond et le succès que vous connaissez. Bon, je vais vous passer la gamme des rhums élevés sous bois assez rapidement. Donc on a le rhum élevé sous bois classique. On a réalisé également deux autres références de rhum élevé sous bois. Le Federica Matta, qui est une cuvée un peu exceptionnelle, puisqu'elle est liée à une exposition que nous avons fait il y a 4 ans maintenant à l'habitation Saint-Étienne. En hommage à Édouard Glissant qui avait inauguré notre fameuse boutique. Et donc on a tenu à faire un millésime, un élevé sous bois un peu particulier qui est le Matta. Et évidemment Jérémy qui le souligne, il y a également le Ragtime
qui est un élevé sous bois. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ces trois élevés sous bois? Le Federica Matta, c'est une sélection, donc on a sélectionné dans nos lots d'élevés sous bois des profils assez floraux, assez légers, qui nous paraissaient être en adéquation avec la personnalité de Federica Matta, qui est une artiste exceptionnelle, avec un univers assez onirique et un peu rêveur. Ensuite, on a le rhum élevé sous bois classique, dont le vieillissement est réalisé dans des foudres, donc dans des fûts de grande contenance, de 2000 à 5000 litres, pendant 12 à 18 mois. Et on a le ragtime qui, lui, a un vieillissement un peu particulier, puisque bien que ça soit un élevé sous bois, on l'élève en fût de 200 litres, donc fût classique. Salut Christian. Et donc, voilà ce qui fait la différence entre ces trois profils particuliers. Je profite de cette tribune, d'ailleurs, pour vous alerter sur le fait qu'un petit punch au rhum paille, tel qu'on l'appelait historiquement, ce mot a été déposé par un de mes confrères, on ne peut plus l'utiliser, mais on dit élevé sous bois, ce que je trouve assez pas très clair, mais en tout cas, les anciens ici buvaient souvent leur petit punch avec du rhum élevé sous bois, donc c'est une bonne variation. Effectivement, Anna, le Federica Matta est très féminin, je te remercie de l'avoir remarqué. C'était l'objectif de cette sélection, de montrer effectivement qu'on peut avoir aussi de la variabilité sur les rhums élevés sous bois. Donc pour finir avec le ragtime, lui il est élevé dans des fûts de chêne de 200 litres, ce qui lui donne un côté plus boisé et un profil vraiment qui se rapproche d'un rhum vieux, même si c'est un rhum élevé sous bois. Donc voilà pour cette gamme. Le ragtime et le black cherry fait pas le VO en métropole en GS, donc dans les grandes surfaces. Oui Mathieu, depuis 81, le paille, oui. alors on a choisi, en fait, on a deux partenaires en métropole. Nous distribuons nous-mêmes notre rhum en grande distribution via une société qui s'appelle Valois, qui nous appartient. Et nous avons un partenaire pour le réseau des caves, en fait, qui est notre partenaire historique, qui s'appelle Dugas, qui est une très très belle maison. Et donc, il y a une scission, il y a une dichotomie dans la gamme, puisqu'on va faire les rhums blancs classiques, que vous connaissez, dont je vous ai montré les bouteilles tout à l'heure, donc en 40, 50 et 55 degrés, le ragtime et le black sheriff en grande distribution. Et le reste de la gamme, le VO classique, l'élevé sous bois classique, le Matta, VSOP, XO, l'ensemble des finitions et les experts casques sont évidemment dans le réseau des caves, des belles épiceries et des bars, on va dire des bars d'un bon niveau qui ont un intérêt. Voilà. Je salue Jérôme Valané également qui m'envoie un petit SMS en même temps pour me dire qu'il est là. Salut mon Jérôme. Voilà un peu pour l'explication de la gamme et pourquoi on trouve certains produits HSE en grande distribution et d'autres dans le réseau des caves. Alors on me dit également qu'on trouve les finitions chez Métro. C'est vrai que pour les professionnels, on peut trouver les finitions XO et VSOP également chez Métro. Je pense qu'on a été assez complet sur cette dimension. Jérôme me dit qu'il couvre également les hôtels, que Dugas couvre également les hôtels. Je te remercie de cette précision. Voilà. Alors, donc j'en étais au rhum vieux. Donc nous avons dans la gamme notre vieux classique et le black sheriff. Je vous rappelle que la notion de vieux, qui peut également, au regard de l'AOC, s'appeler VO, VS également, qui sont des terminologies qui sont utilisées, désigne un rhum, salut Roger, désigne un rhum qui a passé 3 ans minimum dans des fûts de 600 litres maximum sur le lieu de production, donc en Martinique. De fait, les rhums vieux donc ont passé 3 ans en Martinique et la différence en fait qu'il y a entre le VO classique et le black sheriff, c'est le niveau de chauffe. Donc comme vous le savez, les fûts sont toastés, sont chauffés à l'intérieur et de la nature, l'intensité et le temps
de chauffe va dépendre certains profils aromatiques. Donc pour le VO classique, on va utiliser une chauffe, on va dire, assez haute. Hein. Je ne donnerai pas les terminologies parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et pour le Black Sheriff, on va utiliser des chauffes qui sont beaucoup plus fortes, qui sont un peu plus fortes que celles qui sont réalisées sur les bourbons, et qui nous permettent d'avoir sur le Black Sheriff des notes un peu de fruits exotiques, et ensuite également des notes légèrement fumées. Je prends la balle au bon parce que me l'a demandé, certains d'entre vous l'ont vu. Nous avons donc changé le packaging du Black Sheriff qui va évoluer. Alors évidemment au regard du Covid, on devait faire le lancement exactement pendant cette période-là. On n'a pas changé la recette évidemment, mais on a changé l'étiquette pour une meilleure visibilité du produit. Vous, je dirais amateurs de rhum, vous connaissez le Black Sheriff, mais beaucoup de néo-consommateurs, lorsqu'ils voyaient cette bouteille noire auquel je tenais beaucoup, se disaient mais c'est quoi? Est-ce que c'est un rhum? Est-ce que c'est un bourbon? Enfin, ils avaient du mal à le voir. Et le Black Sheriff, que j'adore en old fashion, Anna, je te le confirme, c'est une de mes boissons préférées, a évolué, et donc on a dégagé les épaules du Black Sheriff pour qu'on voit par transparence évidemment le liquide du rhum vieux. J'imagine que vous souhaitez voir la bouteille. Oui, non? Oui, ok. Allez, je vous la cherche. Alors voilà, elle sera comme ça. Wilfried, c'est le Black Sheriff qui t'a fait tomber dans le rhum, pardon. Bah écoute, je suis désolé, ou je sais pas si je suis désolé finalement. Donc voilà, on garde l'identité du Black Sheriff, mais l'idée c'est de dégager les épaules pour permettre aux néo-consommateurs, évidemment, de découvrir ce produit. Voilà. J'espère que vous le voyez et que c'est à peu près clair. Merci Yann. Bon, super. Donc voilà pour les nouveautés dont on n'a pas pu parler avant, évidemment. Alors la recette n'a pas changé, hein, c'est toujours la même, mais c'était important pour nous aussi de rendre le produit un peu plus accessible, évidemment, parce que on a besoin évidemment d'avancer, de continuer à progresser, de faire évoluer la mise en, je dirais, en musique, la mise à la commercialisation de nos produits, parce que c'est évidemment important. Même style graphique, effectivement, on retrouve l'identité HSE. Alors certains préfèrent l'ancienne, comme Lydie. Je suis pas loin de la rejoindre également, mais on avait aussi une problématique, comme je vous le disais, de rendre le produit plus clair et plus lisible. Voilà, hein. Voilà ce que je peux vous en dire aujourd'hui. Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette dimension-là, ou on peut passer peut-être au VSOP ou XO, et ce qui fait un peu la particularité, je dirais, d'HSE. Et là, c'est un grand kiff pour moi, comme dirait mon fils. Qu'est-ce qui singularise HSE? On a vu ces millésimes de rhum blanc, les rhums blancs brassés depuis 99, pendant 2 ans. Et si je dois vous dire le fond de ma pensée, j'adore les rhums. Tous les rhums, c'est-à-dire les rhums agricoles en général, je suis assez fan. Et si je devais vous dire ce qui fait pour moi la particularité d'HSE, c'est vraiment le nombre de types de fûts différents qu'on a la chance d'avoir à HSE, et qui nous permettent de vous proposer cette pluralité d'offres. Alors pour vous expliquer un peu le vieillissement, puisqu'on a vu le VO, donc le VSOP, c'est 4 ans de vieillissement minimum, avec selon l'AOC évidemment le même principe. Est-ce que vous avez prévu des bouteilles d'1 litre pour le Black Sheriff? Excusez-moi, hein. Donc ça c'est Anna, très bonne question Anna, la voici, le Magnum d'1 litre de Black Sheriff, qui sera commercialisé en Martinique évidemment dans un premier temps, et probablement sur nos autres marchés également. Donc voilà Anna, j'espère que ça répond à ta question. Alors je reviens au VSOP et au rhum extra vieux en général. Donc l'AOC nous dit 4 ans minimum en fût
de 600 litres maximum. Pourquoi cette règle d'ailleurs? C'est pour permettre au rhum d'avoir un vieillissement qui soit réellement intense et ne pas avoir des contenants qui sont trop gros. Et évidemment, quand on a un gros contenant, le rapport contenu-contenant est défavorable au vieillissement, puisque le vieillissement, c'est ni plus ni moins que la solubilisation des composés du bois et leur mise en complexification dans le temps. C'est ça le vieillissement. Et donc, quand on choisit dans notre AOC d'avoir des contenants qui sont en dessous de 600 litres, c'est pour vous permettre, c'est pour permettre aux consommateurs, et c'est une règle qui a un certain coût, c'est pour permettre aux consommateurs d'avoir des rhums avec un vrai vieillissement relativement intense. Hein. Donc voilà pour la règle. Alors comment on travaille à HSE avec la pluralité de fûts dont on dispose? Nous avons globalement des fûts de diverses provenances et on va, je dirais, travailler la dimension fût dans tous les sens. Vous le savez, nous n'avons pas le droit au rajout dans la l'AOC Martinique, d'arômes, de choses dans cet ordre-là, et on peut obtenir de la pluralité en travaillant sur les fûts. Et très rapidement, dès le renouveau d'HSE en 97-98, on a eu la chance de repartir avec malheureusement très peu de fûts et je dirais une ingénierie de vieillissement à réinventer. Et de fait, merci Mathilde, salut à l'Italie, je salue les agents de Rinaldi. Donc, nous avons de fait commencé à étudier les différentes typologies de fûts, et ça fait déjà presque 20 ans qu'on pouvait avoir, et on a commencé à multiplier les provenances de fûts, à déguster, et donc à travailler sur ces provenances-là. Chêne américain, chêne français, chêne européen de façon large, et français particulièrement. Ensuite, nous avons commencé à travailler sur les différents niveaux de chauffe, ce qu'on appelle, les Anglais appellent le toasting profile, c'est-à-dire qu'on a 8 niveaux de chauffe à peu près avec lesquels on travaille aujourd'hui et qui viennent encore complexifier nos possibilités de vieillissement. Ensuite, on a travaillé sur les dimensions, évidemment. Vous connaissez le small cask, donc là c'est un chêne du Limousin en 55 litres, jusqu'au fût au Cherry Bud qui font 595 litres ou 600 litres pour certains. Donc on travaille aussi la dimension. Et l'ensemble de ces éléments va faire varier les profils du rhum de façon naturelle et amener de la pluralité à la dégustation. Donc ça c'est vraiment dans l'ADN d'HSE et on a eu la chance finalement de pouvoir redémarrer à zéro cette aventure du rhum tout en étant évidemment dans la l'AOC Martinique, mais de se poser des questions sur quelle allait être notre stratégie de vieillissement. Et c'est, je dirais, ce qui fait vraiment la singularité d'HSE. Donc pour remettre toutes ces dimensions en musique, le VSOP, on va utiliser des fûts de chêne américain à 100%, de 0 à 4 ans, ce qui va donner la structure, le squelette aromatique de notre VSOP, mais également qui va préparer le squelette aromatique des références qui vont venir au-dessus. Pour le XO, donc le XO, l'AOC nous dit 6 ans minimum, d'accord. Chez nous, c'est une sélection de 6 à 10 ans. Après le VSOP, nous allons désentonner, donc sortir nos rhums et les mettre dans des fûts de chêne français, de manière à pouvoir aller vers un extra vieillissement, sans charger le profil aromatique en notes boisées un peu lourdes, et on lui amène de la complexité. Je vous propose, pour illustrer ce propos, de faire une dégustation, si vous le pouvez, comparative entre le VSOP et le XO. Vous vous rendrez compte que le VSOP a un spectre aromatique relativement resserré, d'accord? Donc un nombre d'arômes relativement resserré. Par contre, une concentration aromatique très très forte. C'est induit par la nature même du chêne américain, qui est très labile. Hein, on dit dans le métier qu'il crache, il donne énormément d'arômes. Par contre, son profil aromatique, son spectre aromatique est relativement resserré. Donc on va avoir un VSOP qui a une très forte concentration, qui s'impose à vous en bouche. On a de suite le bouquet aromatique qui tapisse le palais totalement, une très très belle longueur en bouche, et un produit qui est assez, je dirais, pas immédiat, mais qui donne ce qu'il a donné assez rapidement, et c'est assez typique des rhums très vieux de la Martinique. Concernant le XO, on a un profil qui va être totalement différent, parce que le fait d'intégrer des fûts de chêne français
après le compte VSOP, va tendre un peu le profil. Donc on a un côté moins concentré. Par contre, on a une complexité aromatique qui est beaucoup plus large. On a un spectre qui s'ouvre et on a un produit qui est beaucoup plus évanescent et qui va s'ouvrir au fur et à mesure de la dégustation. Et ça c'est vraiment structurant dans notre gamme parce que vous allez pouvoir vous rendre compte, à la lumière des informations que je vous donne, si vous avez la chance de pouvoir faire cette dégustation comparative, de l'impact des fûts sur la qualité et le profil aromatique du rhum au final. Et ça, c'est très très important. C'est vraiment la base de nos métiers, sachant que, évidemment, chaque maison a son savoir-faire et que notre parti pris a été ça. Donc, pour un XO, les 4 à 6 premières années, passage en fût de chêne américain jusqu'au VSOP, donc on sort le VSOP, et une partie va être en extra vieillissement dans des fûts de chêne français, en général 400 litres, qui vont amener une tension, une finesse, mais une complexité vraiment singulière sur les profils. Et sur la base de ces XO, donc autour de 10 ans, on va aller vers les finitions cette fois-ci. On va sélectionner dans nos profils de XO des jus XO qui sont à notre sens, susceptibles de recevoir les finitions en fonction de la nature des finitions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, pour un Sauterne Finish, on va choisir dans nos millésimes des fûts qui sont très fins, très délicats, sur la base desquels l'impact des fûts de la Tour Blanche va pouvoir, je dirais, va pouvoir s'exprimer tout en restant dans un cadre AOC Martinique, évidemment. On va faire de même pour les sherry, puisqu'on a Oloroso et Fino. Là, dans ces cas-là, on a cherché des rhums, des millésimes qui sont un peu plus structurés, un peu plus charpentés, de manière à tenir, entre guillemets, les arômes induits par cette finition dans les fûts de Pedro Jiménez ou d'Oloroso. Et pour les whiskies également, on a la même approche en fonction des lots, puisque historiquement, le Highland, on choisissait des millésimes qui étaient plutôt fins et délicats, d'accord, et que pour le whisky tourbé, donc des Islay, nous choisissions plutôt des profils de millésimes rhum XO au-dessus, avec une charpente, je dirais, organoleptique un peu plus marquée. C'est peut-être le moment que je vais choisir pour vous parler des nouvelles finitions de whisky que certains ont vues et que nous devions évidemment sortir pendant cette période. Alors si vous me permettez 2 secondes, je vais voir si je trouve les échantillons dans le bureau et je vais vous les présenter. Alors certains d'entre vous ont vu certainement passer ces 2 nouvelles finitions qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui sortiront très très bientôt dès que on pourra tous sortir de ce moment de confinement. Donc on a en fait fait évoluer, donc nos finitions en fût de whisky. Nous travaillons historiquement avec Ian MacLeod Distillers, mais nous avions de plus en plus de mal à avoir une bonne traçabilité et à avoir des fûts qui répondaient à nos critères de qualité. Donc on s'est rapproché de producteurs et j'ai eu la chance de rencontrer Christophe Dupic, qui est le propriétaire et maître distillateur des whiskies Roselier en Lorraine, qui sont absolument magnifiques. Vous avez du mal à lire à l'envers, hein, c'est Roselier. Et donc, on s'est rencontrés il y a quelques années et on est rapidement devenus copains. Et on a abordé aussi la possibilité de faire des finishes croisés. Donc on a fait des sélections, lui chez lui. J'ai eu la chance d'être invité, de faire des dégustations absolument incroyables. Je vous propose, dès que vous avez un peu de temps, de tout simplement d'y aller. C'est une distillerie qui est superbe, qui fait un whisky pour moi absolument incroyable, un whisky français incroyable. Donc on a travaillé avec lui sur un finish qui remplace le Highland historique. Et on a travaillé avec 2 de ces fûts, 2 typologies de fûts. Le fumé collection et le subtil collection.
à peu près à proportion égale. Et donc, on a, avec le Roselier Finish, un whisky, une finition qui est absolument sublime, où on a des notes de céréales fumées, des notes de fruits exotiques à l'alcool, qui sont sublimes. Et dès que vous pourrez, je vous encourage vraiment à déguster ce produit, qui est pour moi juste génial et qui retrouve, je dirais, une certaine typicité telle qu'on l'avait sur les premières finitions de whisky. Ensuite, je vous présente le deuxième en exclusivité. Là, c'est un whisky donc tourbé. C'est un whisky écossais que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kilchoman. C'est une maison absolument sublime avec lequel on a travaillé sur des fûts de Bashir Bay, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un whisky qui a un bon niveau de tourbe. Et vous verrez que, à la dégustation, que cette finition est vraiment sublime. On a tantôt les arômes de rhum avec ses notes un peu cacao, mocha, et tantôt les notes un peu tourbées sur un ping-pong aromatique qui est juste incroyable. Donc voilà pour la présentation de ces nouveautés. J'espère pouvoir vous les présenter très rapidement lorsqu'il sera permis de voyager, évidemment. Donc voilà. Ensuite, sur la partie finition, je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Ce que je voulais quand même vous préciser, c'est que sur les finitions, nous travaillons avec des producteurs. Et ça, c'est très très important. Vous connaissez évidemment le Latour Blanche Finish. Vous connaissez, qui est un sauterne. Hein, vous connaissez le fameux Marquis de Terme, donc qui est un Margaux. L'idée, ça n'est pas d'acheter des fûts auprès de brokers ou de revendeurs de fûts, non pas parce qu'ils ne sont pas qualitatifs, mais pour une question de traçabilité, de répétabilité, je ne sais pas si ça se dit, le fait de pouvoir simplement sélectionner évidemment nos fûts, le 3/4 du temps c'est sur place d'ailleurs, et ça c'est génial de pouvoir être au désentonnage par exemple du Marquis de Terme, de goûter le vin et de sélectionner en fonction des différentes barriques, et en fonction des vins dégustés, les barriques qu'on va utiliser. Ça c'est une expérience juste incroyable. Je voulais le signaler parce que il y a probablement des finitions notre approche, elle est vraiment, je dirais, au microscope, avec une production qui est relativement réduite, puisqu'on est de 4 à 10 fûts de 200 litres par an, ce qui est vraiment tout petit pour l'ensemble de nos marchés, mais on ne saurait pas faire autrement parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, pour trouver un équilibre dans les finitions, c'est comme le lait sur le feu. Vous avez un moment où la finition travaille avec le rhum, et il y a un moment où on part tout de suite du côté de la finition et on sort du côté agricole. Donc c'est jusqu'où ne pas aller trop loin, et on attache une importance toute particulière à la dégustation de l'ensemble de ces finitions pour qu'elles soient vraiment sur le haut de la courbe ascendante et qu'elles n'aient pas dépassé, je dirais, de nos rhums AOC Martinique, pour ceux qui le sont évidemment. Je réponds à la question, les deux whiskies ne sont pas AOC Martinique, non pas que nous ayons pas eu l'AOC, mais c'est que nous n'avons pas tenu à présenter ces produits à l'AOC Martinique parce qu'il y a des arômes qui ne sont pas typiques des rhums AOC Martinique, notamment la tourbe pour le Kilchoman Finish et les notes fumées assez importantes qui existent sur le Roselier. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Salut Nat. Alors, oui, j'ai une question sur l'utilisation des fûts, et notamment des fûts neufs. Alors, je vous ai expliqué l'architecture de vieillissement tout à l'heure, avec l'utilisation des fûts de chêne américains sur le compte 0 jusqu'au compte 4 à 6 ans. D'accord? Donc au compte VSOP. Je tenais à vous dire également qu'en termes de singularité, HSE se distingue car depuis plus de 10 ans maintenant, nous achetons 100% de nos fûts hors finition neufs.
Je pense honnêtement qu'on est la seule maison à le faire. 100% des fûts neufs, pourquoi? Parce que ça nous permet, encore une fois, de maîtriser au mieux nos profils. Historiquement, comme l'ensemble des distilleries martiniquaises et caribéennes, et d'ailleurs même au-delà, nous utilisions des fûts qui avaient contenu du bourbon. Parce que les fûts d'occasion du Bourbon sont une manne très importante de vieillissement, puisque le cahier des charges des Bourbons, ils ont obligation de changer de fût à chaque vieillissement. Et donc, de fait, il y a une manne sur le marché des fûts d'occasion très importante des fûts de chêne américain. Et nous travaillons, ainsi que comme nos confrères, historiquement, avec ces fûts-là. Mais nous avions quand même remarqué une forte variabilité des profils que nous avions, même si nous les sélections au départ, avec des fûts qui avaient des provenances différentes, Jim Beam, Jack Daniel, Maker's Mark, et donc d'une certaine variabilité de nos profils que nous corrigions avec l'assemblage. Et nous avons pris donc la décision, il y a une dizaine d'années, de travailler avec 100% des fûts neufs, et je pense que je ne connais pas d'autres maisons qui font ça aujourd'hui, même si les fûts neufs, nous pouvons les utiliser une fois, une deuxième fois, voire une troisième fois, parce qu'évidemment les fûts neufs crachent énormément et typent énormément le rhum, et il faut que nous gérions cette extraction de boisé de manière à ce qu'elle soit harmonieuse et non pas écrasante. Et donc le fait d'acheter nos fûts neufs nous permet, au-delà évidemment du surcoût que ça implique, une meilleure maîtrise de nos profils, évidemment jusqu'au compte VSOP. Voilà pour la réponse des fûts neufs. Alors j'ai une question également sur l'AOC, mais j'y ai répondu tout à l'heure sur les whiskies. Ils ne sont pas AOC pour la raison que je vous ai expliquée, c'est-à-dire la présence d'arômes non typiques de nos finitions, non typiques de l'AOC Martinique, à savoir les notes fumées pour le Kilchoman Finish. Voilà. Et à savoir des notes fumées. Merci Jerry qui reprend mon argumentation. Voilà. Voilà pour les questions de cet ordre-là. Alors, est-ce que vous avez des questions particulièrement sur les finitions? Alors, je suis désolé, il y a un petit décalage, mais j'attends vos questions. Ah, Mathieu pose une très très bonne question. C'est une question d'actualité qui plus est, concernant les finishes et l'AOC. Alors, historiquement, parce que vous savez que quand on a une AOC, on a un cahier des charges, donc des règles qui régissent et évidemment notre production, et qui sont l'objectif de ces règles, qu'on soit clair, c'est de garantir au client final une qualité de produit optimale et exceptionnelle au regard du cahier des charges. Et quand on a construit ces règles avec l'INAO, je vous rappelle que la démarche a commencé à la fin des années 80 pour aboutir en 96, si je ne m'abuse, sur l'écriture de notre cahier des charges et de notre AOC. Ben, les finitions, finalement, n'ont pas été prévues au cahier des charges. Et le fait que, assez probablement, HSE ait ouvert cette possibilité-là, créer un cas d'espèce, puisque ça n'avait pas été abordé, et je pense être autorisé à vous dire qu'il y a un travail qui est en cours pour typer cette pratique et pour pouvoir la rentrer dans les cahiers des charges de l'AOC, de manière à avoir la logique qui préside sur notre cahier des charges et sur l'AOC Martinique, c'est-à-dire garantir à la fois des pratiques claires et transparentes, mais qui soient de nature à apporter le plus de qualité possible au produit final. Donc on peut en résumé dire que assez probablement HSE a permis à l'AOC d'évoluer, ou en tout cas d'introduire dans son cahier des charges cette dimension dite de finishing, puisque c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Donc elle est en cours je dirais, d'écriture. Voilà, j'espère Mathieu que j'ai répondu à ta question. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu sur les finitions, chers amis?
Bon, donc ça semble à peu près complet. Alors on va peut-être aborder les experts casques maintenant, si vous le voulez bien. J'espère que tout le monde me voit et que la connexion est de bonne qualité. Les experts casques, donc vous avez compris que la logique de variabilité concernant les ROM est induite par le type de fût utilisé, sa chauffe, sa taille, son grain et éventuellement sa maturation et son finish. Donc dans la gamme HSE, on avait les classiques dont on a parlé tout à l'heure, on a une dimension qui est la dimension de définition et on a une autre dimension qui est la dimension que nous appelons des experts casques. En fait, ce ne sont pas des finitions, mais ce sont des partis pris de vieillissement avec des typologies de fûts particulières. Donc, je vais vous attraper les 3 bouteilles qui vont illustrer mon propos. Alors, évidemment, vous avez reconnu le small cask, ici à gauche. Donc dans ces cas-là, dans ce cas particulier, il s'agit d'un millésime. Alors là, c'est le dernier qui a été mis en bouteille, qui est le 2011. Sont toujours des rhums qui sont au-dessus du compte d'âge du XO, donc millésimables, et qui vont subir le même parcours dont on a parlé tout à l'heure. Et au niveau du compte de XO, on va ensuite les passer dans des fûts de toute petite contenance, puisque ce sont des fûts de 55 litres de chêne du Limousin, avec une chauffe qui est très douce et relativement longue, et qui va induire des arômes très particuliers, notamment des arômes empyreumatique, c'est-à-dire cacao, mocha, et également des notes d'écorce d'orange à l'alcool qui sont vraiment induites par la nature du fût de chêne du Limousin et également par cette chauffe particulière. Hein. Donc on peut amener de la variabilité aussi en travaillant sur la dimension du fût. J'ai Stéphanie qui me dit que apparemment j'ai des problèmes de coiffeur. Ben oui, on va pas chez le coiffeur parce qu'on est confiné, Stéphanie. Je te remercie pour ton intervention experte et intéressante. Donc, le small cask, dont la caractéristique vient évidemment de cette utilisation de fûts de toute petite quantité. Alors, pour la petite histoire, ceux qui ont eu la chance de goûter les premiers small casks se souviennent d'un profil extrêmement concentré et légèrement astringent. C'est vrai que on avait un peu sur la lèvre, sur les premiers, cette astringence un peu marquée, que moi j'aime beaucoup, mais qu'on a tenu à corriger au fur et à mesure des lots. Donc ceux qui ont pu avoir les 2003, 2004, 2007, 2011 s'en rendent compte. Sur le 2011, on est arrivé vraiment à un équilibre parfait en travaillant sur la chauffe en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on essaie d'affiner le propos, on n'applique pas une règle stricto sensu et on récupère le rhum après. On est toujours dans cette logique d'essayer d'évoluer, d'améliorer les produits avec cette dimension humaine, sachant que sur le small cask, pour vous donner une idée, on a aujourd'hui une cinquantaine de tonnelés de 55 litres. Donc ce qui fait bon an là à peu près 2500 litres commercialisés par an, ce qui est ridicule en termes de quantité, mais qui correspond à la taille que nous avons aujourd'hui, à ce que nous pouvons faire, nous souhaitons faire au niveau de ce genre de produit. Hein. Donc voilà pour le small cask. Ensuite, l'aventure des single casques qui a commencé avec le fameux 1998, qui a eu beaucoup de succès et qui est un peu le millésime historique d'HSE. Je vous rappelle pour mémoire que nous avons racheté HSE en 1996 et que nous avons eu en 98 la première mise en vieillissement relativement importante. Et ce 98 est donc c'est un peu aussi un chouchou historique de la maison parce qu'il nous montre aussi je dirais, salut Jérôme, il nous montre un peu le chemin que nous avons parcouru et cette belle aventure, cette belle aventure quoi, tout simplement. Donc là le parti pris c'est du fût de chêne français. D'ailleurs les premiers lots de 98 on avait utilisé des fûts qui avaient contenu du cognac. Mais les lots suivants, c'était des fûts de chêne français de 400 litres, de qualité extrême. Hein. On travaille avec
notre tonnelier historique et des fûts de grande qualité, ce qui donne à ces profils vraiment le rhum vieux avec un grand classicisme que moi j'adore personnellement parce que c'est à la fois le raffinement, la concentration et on est sur des comptes d'âge qui sont assez importants hein, puisque on est entre 12 en fonction des millésimes et des mises en bouteille entre 12 et 14, 15, voire 16 ans pour le 98, puisque on a mis en bouteille le dernier fût de 98, et je crois que de mémoire, il doit avoir un peu plus de 16 ou 17 ans, ce qui est extrêmement long, encore une fois, pour ce que les Anglais appellent du tropical aging, c'est-à-dire le fait de vieillir dans nos contrées tropicales, qui évidemment accélère le vieillissement très très fortement et ont un impact sur nos vieillissements. Alors, JM Kram me demande si c'est à partir du VSOP et que c'est ensuite dans des fûts de 400 litres. Alors, je précise, hein, c'est exactement ça. Donc, nous travaillons du compte 0 jusqu'au compte 4-6, donc notre VSOP, avec des fûts de chêne américain, 9 chez HSE, qui peuvent avoir un passage, un deuxième en moyenne, voire un troisième. Et ensuite, nous désentonnons le rhum, donc nous le sortons, et nous le plaçons dans des fûts de chêne français de 400 litres avec une chauffe particulière, assez douce en général, puisqu'on travaille sur des chauffes relativement douces sur les fûts de chêne français. Alors Jérémy me demande si je dois choisir une bouteille, laquelle je choisirai. J'ai un avantage que vous n'avez peut-être pas, c'est que j'ai pas à choisir en fait. J'ai toutes les bouteilles en face de moi, donc voilà. Phil Wood nous demande à quand un rhum vieux parcellaire? Cap. Peut-être bientôt. Il faut attendre quelques années en tout cas. Je vais vous présenter les deux brutes de fût également. Alors, nous avons le fût de chêne américain ici. Alors les fûts de chêne américain en général sont à 200 litres. Quand je dis en général, c'est parce qu'on a certaines typologies de fûts, ben justement, on va en parler maintenant, où on demande à notre producteur de fûts de nous faire des fûts de 300 litres. C'est essentiellement pour les brutes de fûts, notamment le fût de chêne américain. Je cherche le fût de chêne français, je suis à vous tout de suite. Ah oui, j'ai oublié, je me suis servi un verre tout à l'heure. Ceci explique cela. Donc, chêne américain et chêne français. D'accord. La genèse de ces brutes de fût, c'est la suivante. Si on s'est bien compris dans la logique qui préside à HSE, nous sommes toujours en train d'essayer d'avoir de nouvelles approches. Et je tenais d'ailleurs à saluer Emmanuel Boudaric, qui nous suit chez notre partenaire tonnelier, Méandrier également, avec lequel nous travaillons depuis des années, sans qui tout ça ne serait pas possible. Donc merci Manu, je ne sais pas si tu nous regardes. Donc nous avons les fûts de chêne américains ici, dont je vous propose de vous parler quelques instants, puisque là l'idée c'est d'aller jusqu'à la forêt. Là, il s'agit d'une forêt qui s'appelle la forêt d'Ozarks aux États-Unis. Alors, pourquoi cette forêt? Et quel est l'intérêt d'avoir cette forêt? Parce qu'en fait, quand on dit chêne français et chêne américain, c'est un terme qui est relativement générique. D'accord. Mais il y a, comme dans les terroirs de vin, dans les terroirs de rhum, il y a des terroirs de chêne qui ont des caractéristiques en fait, qui sont très bien connues des méandriers, donc de ceux qui préparent les bois pour les producteurs de fûts, et qui nous intéressait de développer parce que quand on dit qu'un terroir de chêne est particulier, c'est assez intéressant et c'est hyper intriguant pour un amateur de rhum, un producteur de rhum, et dans notre démarche qui plus est. Donc on a commencé à faire quelques tests depuis quelques années et on a sélectionné avec eux cette forêt d'Ozarks parce que bien que ça soit du chêne américain, il y a vraiment des typicités très très particulières avec des notes de praliné qui sont juste succulentes et on retrouve une complexité absolument incroyable. Donc là, dans ce cas,
on a travaillé avec World Copperage, qui est un de nos fournisseurs, pour sourcer des bois précis de cette forêt d'Ozarks, de laisser les bois maturer. Là, on est sur plus de 36 mois de maturation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va couper le chêne, on va débiter dans des zones particulières du chêne pour avoir des grains fins, et on va laisser les bois maturer à l'extérieur. 36 mois, 3 ans, c'est-à-dire qu'ils vont subir printemps, été, automne, hiver. Les UV, la pluie, le vent, les variations de température vont faire varier les composés du bois, vont les maturer, ils vont mûrir et ils vont se détacher. Et de cette maturation de bois, de ce détachement du complexe aromatique induit par cette maturation à l'extérieur, va découler un profil aromatique encore particulier. Et ce profil aromatique devra être, comment dire, sublimé par la chauffe. Donc on va s'attacher à avoir une chauffe aussi qui soit le plus adéquate pour exprimer cette notion de forêt. Donc voilà, voilà pour la partie chêne américain. Nous avons eu donc la même approche. Alors ceux-là, ils ont été donnés bruts de fût parce que l'idée c'était vraiment de vous redonner le plus de concentration possible pour vous permettre une dégustation comparative. Et ça, je trouve ça génial parce que, encore une fois, pour ceux qui ont la chance évidemment de pouvoir le faire, le fait de pouvoir comparer le fût de chêne américain au fût de chêne français dans une double dégustation est hyper didactique et vous fait comprendre, vous fait rentrer dans l'univers du rhum tout de suite. Vous comprenez que la nature d'un chêne, sa maturation, son type de grain va impacter évidemment le profil du rhum au final. Concernant les fûts de chêne français, donc là on travaille sur une parcelle de la forêt des Vosges, avec la même approche, c'est-à-dire une sélection, une maturation à l'extérieur et une chauffe qui va sublimer la préparation de ces bois avant la préparation du fût. Et donc on va avoir, donc sachant que le jus qui est rentré dans les fûts est une base de XO, vous allez avoir sur la même base de rhum au départ la déclinaison fût de chêne américain et fût de chêne français, qui vous fait vraiment comprendre l'impact des fûts sur le vieillissement. Voilà, alors certains ont leur préférence. On me parle de tarifs des bruts de fût. J'ai pas, pour être honnête, les tarifs en tête, mais je sais qu'ils sont autour de 135-140 euros en Martinique. Et je crois savoir qu'ils doivent être autour de 175-180 dans les caves, dans les bonnes caves, sachant que là encore une fois, la production a été réduite. Nous avions uniquement 2 fûts de chêne de la forêt d'Ozarks et 2 fûts pour ce release là de la forêt des Vosges. Oui, alors la sélection jusqu'à la forêt, hein, j'ai des questions qui m'arrivent. Est vraiment super excitante, hein, pour être clair. C'est-à-dire que là, on en arrive au point où l'attention qu'on donne à l'ensemble de nos produits, que ce soit rhum blanc, rhum vieux, cette attention-là nécessite qu'on ait cette approche à 360. Et quand je dis 360, c'est sur l'ensemble des éléments qui vont constituer au process de fabrication de nos rhums. Et évidemment, quand on parle de rhum vieux, on est obligé de zoomer sur les fûts. Et l'idée, c'est d'être avec nos fournisseurs, partenaires, d'aller avec eux chez leurs fournisseurs à eux de bois. C'est là où on a appris beaucoup de choses, d'ailleurs, parce qu'évidemment, notre fournisseur a envie de nous vendre ce qu'il sait faire habituellement, et ce qu'on lui demande, nous, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et on a vraiment, encore une fois, la chance d'avoir un partenaire qui nous accompagne là-dessus et qui est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en général, souvent HSE ouvre un peu des portes et par la suite, ça leur permet à eux d'élargir un tout petit peu leur panel de clients et d'aller, au regard du travail qu'on a réalisé, montrer notre savoir-faire et l'impact de ce type de fût sur le rhum au final.
Alors, est-ce que connaissez-vous de bons cavistes sur Rouen? Ça, c'est Jérémy Boulingue. Oui, oui, j'en connais, Jérémy. Je t'enverrai ça en off après. Il y a de très très belles maisons à Rouen qui ont une gamme de rhum assez large et qui sont des vrais amateurs de rhum et de spiritueux. Euh, alors j'ai une question. Quel a été ton dernier coup de cœur? Alors, quand on a la chance de travailler dans ces métiers, on est vraiment, pour être honnête, ce sont des petits bébés en fait, parce qu'on les voit grandir. Si j'ai soif, oui, Wilfried. Allez, santé les amis. Ah, c'est bon quand même, hein. Mais est-ce que je suis objectif? C'est ça. Alors, mes deux derniers coups de cœur, bah, c'est les tout derniers bébés en fait. C'est ceux que vous allez goûter bientôt, j'espère. Ce sont les deux finitions en fût de whisky parce que je trouve qu'elles sont maîtrisées et elles ont je dirais une identité qui est vraiment marquée pour les deux. On sent vraiment le parti pris de production. Euh, et c'est mes deux derniers coups de cœur, puisque c'est les deux derniers. Après, il y a des choses dont je ne peux pas vous parler, dont certaines sont dans mon armoire et qui sont en cours de gestation. Je dis pas ça pour vous faire rager, mais bon, il y a des choses qu'on sortira bientôt et qui sont aussi... Oui, Wilfried, j'avais mon verre caché, oui. Mais qui sont aussi des choses à venir et qui sont mes coups de cœur. Mais bon, pour faire simple, les deux derniers whisky finish sont vraiment incroyables. Je peux vous l'assurer. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, combien de fois sont utilisés les fûts de chêne français et américains? Ça, c'est Lolo qui me pose la question. Alors, ça dépend desquels. En général, pour garder une bonne extraction, deux passes, sont bien. Mais il peut y arriver, par exemple, qu'on ait besoin aussi d'un fût de troisième passe pour ne pas trop marquer en boisé certains profils. Donc je dirais... oui, pardon. Je te dirais deux passes en général, et il peut y arriver qu'il y ait une troisième passe quand on a un besoin particulier. Hein, les vieillissements, ça se conduit. C'est pas une autoroute, hein, c'est une nationale avec des virages. C'est-à-dire que malgré l'empirisme qu'on a mis au point, c'est-à-dire notre expérience, on a toujours des surprises. On a toujours voilà, un fût qui est censé être le même que d'habitude et qui va se comporter ou qui va cracher un peu plus rapidement que d'habitude. Donc voilà, on est attentif au vieillissement. Sachez que chaque fût est dégusté pour du classique à minima une à deux fois par an ici. Et les finitions, certains fûts de finition sont dégustés 4, 5, 6 fois. Par an. Ça vous donne une idée du travail en fait à mettre en œuvre pour dominer vraiment ça. Voilà. Alors on me pose la question de mon dernier coup de cœur hors HSE. Je crois que c'est Roger Caroni que je salue qui me pose la question. Allez, je vais te donner une réponse, mais je suis pas sûr que ça te satisfasse. Allez, je vais la chercher. Alors, bah, tu seras peut-être pas surpris, mon cher Roger. Mon dernier coup de cœur, bah, c'est pas un rhum, c'est un whisky. C'est mon super kiff. C'est une belle bouteille de mon copain Christophe Dupic que je salue, de la distillerie Roselière. C'est évidemment son finish dans les fûts d'HSE qui est sublime, ultra élégant. Voilà pour mes derniers coups de cœur. Alors, Stéphane répondait à Lydie. Alors, qu'est-ce qu'elle me demande, Lydie? Euh, Alors, ouais, il y a une question qui est intéressante. Est-ce que le Roselière fini en fût d'HSE se rapproche du HSE fini en fût de Roselière? Je dirais pas trop. Si je dois typer le Roselière en fût d'HSE, il est très élégant.
très fin. Le boisé est un peu moins prégnant, évidemment, puisqu'ils vieillissent dans leur chai en Lorraine, à côté de Nancy, et que la température moyenne est évidemment moins forte dans ces contrées que dans les nôtres. Donc on a un peu plus d'extraction de notre côté. Et sur le whisky, le HSE apporte vraiment un côté fruité, légère note de boîte à cigares qui est super élégante. Alors que sur le HSE, on a fini en fût de roselière. Je vous rappelle qu'on a deux typologies de fûts, hein. Le Subtil Collection, qui va être un whisky qui, lui, est plus fruité. Donc on retrouve dans le roselière finish des notes un peu de fruits compotés. Confiture de coin, un peu des notes un peu comme ça. Et également, on a travaillé avec le Fumé Collection et on retrouve dans cet assemblage des deux typologies de fûts un côté à la fois fruité et légèrement fumé qui est vachement intéressant. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions? Avez-vous travaillé du rhum de mélasse chez HSE? Non, non, parce qu'on ne sait pas faire du rhum de mélasse puisqu'on fait du rhum agricole. Je rappelle rapidement que le rhum agricole est fait à base de pur jus de canne à sucre, fraîchement récolté, fermenté sur place à la distillerie et distillé par la suite. Et pour du rhum de mélasse, il faut évidemment avoir un équipement technique pour faire de la mélasse, du sucre donc, et ensuite remouiller la mélasse, la refermenter et la distiller. Il y a uniquement un producteur de rhum de mélasse aujourd'hui en Martinique qui s'appelle le Rhum du Galion, qui produit un sucre qui est assez exceptionnel, un rhum blanc qui l'est tout autant, mais c'est le seul rhum de mélasse que vous pourrez trouver en Martinique. Voilà pour Sioux. Alors, je suis désolé, les questions affluent. Alors, j'en ai probablement loupé. Alors, est-il prévu, c'est Quentin Tesson qui me demande ça, est-il prévu un nouveau finish Sauterne brut de fût tel que nous l'avons donné au mois de décembre? Jusqu'à présent, non. Mais je dois vous avouer que la quantité produite était toute assez restreinte, hein, évidemment, puisqu'on est parti sur de mémoire une 100 et quelques bouteilles. Mais on me le demande énormément. Donc, on va probablement y travailler. Je ne suis pas sûr que ça soit cette année, mais on va probablement y travailler. Et Thomas me demande aussi, et je le reconnais là, grand gourmand, si on va ressortir un Skouras. Qui sait? Peut-être. Ah, ça répond pas à ta question, ça. Hein. Alors, Wilfried ainsi que de nombreux d'entre vous me demandent mais qu'est-ce que tu as en haut de ton armoire là-bas qui nous inquiète. Alors, je vais vous montrer. Alors, j'ai deux jolis magnums qui m'ont été offerts par la maison La Tour Blanche et la maison Marquis de Termes. Donc voilà ce que j'ai en haut de mon armoire. Ok, j'attends la fin du confinement officiel pour en boire une des deux. Je verrai. Et Wilfried, ouais, tu t'en doutais, hein. Et alors, Wilfried, ça c'est la bouteille de 98, la dernière mise en bouteille. Comme tu vois, il n'y a pas le numéro de la bouteille, c'est la 0000. Je me la suis auto-offerte pour service rendu à la nation. En fait, ça a été le prototype, c'est le vrai rhum à l'intérieur. Et je le garde en souvenir à l'habitation Saint-Étienne. Merci pour ta précision, Stéphanie, ça n'apporte rien au débat. Voilà. Alors Lionel me demande est-ce qu'il y a d'autres finishes à venir? On vient d'en sortir deux que vous n'avez pas découvert encore. Donc évidemment, pour nous, c'est cela l'actualité. Il y aura peut-être des choses autres que des finishes qui sortiront. Ça, c'est absolument certain. En finish, pas sûr.
Hein. Il y aura des nouveautés de toute manière, hein, les amis, ça c'est certain, sur le mois de décembre, assez probablement, et en début d'année prochaine, sachant qu'on a évidemment, peut-être avant d'ailleurs, hein, on a... alors j'ai une question de Yann qui est assez rigolote. À quand un rhum guadeloupéen finish? Lol, je sors. Non, tu peux rester, mais elle est quand même assez drôle, j'avoue. J'avoue. C'est pas prévu tout de suite, hein, bizarrement. Alors, Guillaume, salut Guillaume, me demande si pour que le Canada, rien n'est prévu. Alors, le problème du Canada aujourd'hui, pour ceux qui le savent, c'est que nous avons, le Canada a une réglementation très très particulière qui nous oblige à avoir un taux de carbamate d'éthyle. Je suis désolé, hein, c'est une molécule qu'on retrouve dans les distillats, dans les rhums vieux, dans les liqueurs. Mais on a du mal à comprendre pourquoi le Canada a décidé, enfin depuis assez longtemps d'ailleurs, d'avoir un taux qui est relativement faible sur les rhums et qui empêche les rhums agricoles de pouvoir introduire ce marché, malheureusement. Donc, pour pouvoir pénétrer ce marché, il nous faudrait traiter les rhums, les filtrer. Enfin, je vais rentrer je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut les filtrer en fait. Ce qui nous empêche aujourd'hui d'être présents, en fait, clairement. Certaines maisons ont pu le faire, mais à aujourd'hui, c'est compliqué pour nous. On ne souhaite pas clairement filtrer nos rhums vieux parce que toute la complexité, je dirais, qu'on s'est attaché à donner à nos rhums tout au long des années de vieillissement n'a pas pour vocation, à mon sens, d'être filtré pour appauvrir après. Pour être appauvri après. Donc je pense qu'on a un travail de lobbying assez probablement à faire avec nos amis canadiens et du gouvernement canadien pour nous permettre de peut-être faire évoluer cette norme, mais il n'y a rien de plus sûr parce qu'évidemment c'est assez compliqué. Hein, voilà pour le Canada. Alors Johan me dit ça serait bien un whisky français finish pour rester dans l'économie interne. Je pense que Johan nous a rejoint après. On a parlé tout à l'heure d'un Roselier finish, qui est un whisky français du coup et qui est le produit que vous allez découvrir assez rapidement. De rien Guillaume. Alors j'ai une question. Pour la finition sauterne, vous préparez les fûts à la distillerie ou vous envoyez les fûts en métropole? Alors, je pense que la question est en fait, François Pignon, tu voulais probablement poser la question à l'envers, c'est-à-dire comment on fait. Alors, en fait, les fûts, que ça soit en Sauterne ou chez Marquis de Terme en Margaux, on va sur place. D'accord. On sélectionne les fûts avec le maître de chez. Ça, c'est notre responsable technique qui le fait en général, Sébastien Dormois. Et donc, on rapatrie nos fûts, donc les fûts vides évidemment, en Martinique. On les trace parce qu'évidemment, il faut que le temps soit le plus court possible entre le désentonnage du vin et l'entonnage du rhum. Et donc, on met, dès que les fûts arrivent ici, on met nos millésimes à survieillir, donc cette double maturation, cette finition dans les fûts. J'espère, François, que ça répond à ta question. Bon, est-ce que vous auriez d'autres questions, les amis ou Merci Thomas. Alors, Mathieu me dit il n'y a pas de vieillissement hors Martinique dans l'AOC. Exactement. Alors, l'AOC Martinique précise les choses. Vous devez évidemment produire avec de la canne de Martinique dans une zone AOC. Donc, c'est la Martinique, ça n'est pas toute la Martinique qui est dans la zone AOC. Il y a uniquement certaines parcelles qui avaient été instruites par l'INAO, qui est l'Institut national des appellations d'origine contrôlée, et qui sont éligibles au titre de l'AOC. Donc, il faut que la zone de production de la canne à sucre soit AOC. Ensuite, il faut que on va dire le process de fabrication soit AOC, évidemment. Ensuite, on produit donc de fait un rhum blanc.
L'AOC nous permet, ou permet à certaines maisons qui le souhaitent, de mettre en bouteille le rhum blanc en métropole. D'accord. Il y a certaines maisons en Martinique qui le font, souvent des maisons qui ont beaucoup de volume, parce qu'évidemment, il faut vous rendre compte que quand on fait voyager des bouteilles d'ici vers la métropole, elles sont d'abord venues de la métropole vers la Martinique vides, et elles repartent de la Martinique à la métropole pleine avec de l'eau à 40, à 50, à 55 degrés. Donc économiquement, il y a un vrai surcoût à ça. Mais certaines maisons choisissent également de mettre en bouteille leur production en Martinique. C'est un parti pris de production, il n'y a pas à discuter de ça. Et donc, pour le rhum blanc, vous pouvez mettre en bouteille hors de la Martinique. Pour les rhums élevés sous bois, donc les fameux pailles historiquement ou élevés sous bois, vous pouvez également les mettre en bouteille hors de la Martinique. Par contre, pour les rhums vieux, la réglementation est très stricte. Vous ne devez et pouvez, au titre de l'AOC, que faire vieillir votre rhum, réaliser les opérations de brassage, réduction et mise en bouteille et étiquetage à la Martinique. Voilà, là la règle est très claire là-dessus, Mathieu, c'est 100% à la Martinique. Alors Quentin me demande, et vous faites comment du coup, entre le moment où le vin est soutiré ou retiré du fût, et le moment où vous mettez le rhum Enfin oui, alors comment on fait? C'est-à-dire que on a une méthode, évidemment, cher Quentin, sachant que le bateau met à peu près 15 jours. Entre le dédouanement, on est proche de 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines. On a mis au point une méthode. Parce qu'évidemment, il y a des risques. Hein. Il y a des risques quand on enlève des vins liquoreux comme le sauterne de leur fût et qu'on fait voyager le fût. Il y a des risques de développement de levure ou de choses comme ça. Sans vouloir être désagréable avec toi, Quentin, je ne peux pas te révéler cette méthode puisqu'on a mis un moment à la mettre au point. Ce que je peux te dire, c'est que on fait en sorte de préserver au maximum, évidemment, le bois. Son hygrométrie. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on rince, enfin on arrose le fût à l'extérieur de manière à ce qu'il ne sèche pas. Et c'est à partir de là que je peux pas te dire beaucoup de choses, puisque c'est clairement un secret de fabrication, donc on a mis un petit peu de temps à le mettre au point. L'objectif, c'est que les fûts soient le plus frais possible quand ils arrivent ici, et n'aient pas subi de développement de levure à l'intérieur, parce que ça c'est rédhibitoire, et ça te flingue un rhum très rapidement. Alors, on me demande si les fûts sont rapatriés entiers. Oui, oui, effectivement, les fûts sont rapatriés entiers. Il nous arrive de reconstruire des choses ici, mais en général, ce sont des foudres, donc des fûts de grande contenance, qui ne rentreraient pas dans un conteneur, évidemment, et qu'on peut faire voyager démontés et qui sont remontés ici par des équipes de compagnons tonneliers. On a eu à le réaliser il y a quelques années lorsqu'on a changé notre salle de foudre, en fait, et qu'on l'a remise à neuf avec des foudres de chêne français. Je crois qu'il y a 2-3 ans qu'on a réalisé cette action. Alors, quel est le plus vieux rhum de chez HSE? Je dirais que c'est le dernier lot de 98, hein, qui a 18 ans après avoir vérifié. Ouais, c'est ça, qui a 18 ans. Et également le 1960, qui est notre millésime le plus vieux et qui a une histoire un peu compliquée, puisqu'il a subi d'abord un premier vieillissement et qu'on l'a réentonné pour le réoxygéner et qui est aux alentours idem de 18 ans, même si c'est un peu plus complexe que ça. Alors, merci. Alors, on me demande si la boutique est ouverte en temps de confinement. Non, malheureusement, puisque c'est un lieu qui reçoit beaucoup de public. Et on en est un peu triste d'ailleurs. Je salue mes confrères Sam, Sophie également de la boutique qui malheureusement sont en arrêt en attendant la reprise et l'ouverture du public. On espère bientôt, mais évidemment dans des bonnes conditions, quoi. Hein.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Les barriques de vin partaient pour Bordeaux, plein de vin à la Martinique et revenaient remplis de Renault Métropole. Ouais. Alors j'ai Patrick qui me dit qu'effectivement, dans l'histoire de la Martinique, on faisait venir des fûts de vin, donc en bateau évidemment, qui venaient et que les fûts repartaient avec du rhum à l'intérieur. Ça, c'est une précision qui est vachement intéressante parce que on se dit ouais, les finitions c'est à la mode, j'entends beaucoup ça, gna gna gna. Moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Je pense que ça fait partie de notre histoire. Le seul truc, c'est que historiquement, avant HSE, on n'avait pas, je dirais, donné cet angle de vue au consommateur final. Mais je pense que c'est effectivement un vrai bon produit dans la mesure où il est vraiment travaillé. Et je le répète, pour moi, qui est cette expérience-là, et pour nous, une bonne finition est souvent plus compliquée à faire qu'un rhum classique, qu'un single cask par exemple. Parce que c'est jusqu'où ne pas aller trop loin. Il ne s'agit pas je dirais, de changer la typicité de nos rhums AOC Martinique, mais d'y amener une touche, une teinte, un twist, comme disent les Anglais, de manière à amener de la pluralité à la dégustation. Alors, on me demande si le Rhumfest va se tenir. Eh ben écoutez, j'en sais rien, je l'espère, puisque la date, je salue d'ailleurs Cyril Hugon, et Anne également et toute l'équipe du Rumfest pour leur courage parce que évidemment avec la période qu'on vit ça doit être extrêmement compliqué pour eux. Je sais que c'est une petite structure, ils se battent au jour le jour pour faire connaître nos belles productions, des Dom-Tom, de Métropole et du monde entier, nos belles productions de rhum. Je pense qu'ils ont énormément œuvré pour ouvrir cette catégorie, la faire connaître, ainsi que la confrérie du rhum d'ailleurs. Et je salue à nouveau Benoît et mon tonton pour le travail réalisé, parce que pour nous producteurs, c'est une chance de pouvoir avoir ces tribunes et de pouvoir vous avoir, vous, consommateurs en direct, parce que ça nous nourrit, ça nous donne de l'énergie, et puis ça nous fait aller de l'avant. Donc je voudrais avoir une pensée pour eux, et j'espère vivement que le Rumfest pourra se tenir. Sans avoir aucune certitude, puisque vous le savez bien, on attend les informations au jour le jour, notamment concernant les événements grand public pour la période de juillet-août. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je suis désolé, je ne vous vois plus. Ah oui, j'ai fait une bêtise. Comment est-ce qu'on tourne ça? Bon, alors, écoute, Johan, pourquoi pas? Pourquoi? Alors, Thomas me dit, un Saint-Étienne 1970 existe-t-il? Oui, oui, probablement, oui, oui, 70, Saint-Étienne. Alors, pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que, puisque c'est quelque chose dans lequel je me suis plongé quand j'ai eu la chance de prendre d'être dans cette belle maison qu'est Saint-Étienne, un peu dans l'histoire des Roms. Saint-Étienne était la marque leader dans les années 70 en Martinique avec Lamouni. Les deux marques réalisaient des quantités sur le marché local absolument colossales. Alors vous vous souvenez à l'époque, cette étiquette avec la tête marée, qui était l'effigie de Saint-Étienne, était également l'effigie de Lamouni. Et on disait qu'il y avait la tête marée du sud, c'était Lamouni, avec du rhum à 55 degrés de la Martinique, et du rhum à 50 degrés dans le nord de la Martinique, qui faisait de Saint-Étienne le co-leader de la Martinique à cette époque-là. Donc évidemment, c'est une marque séculaire, et il y a du rhum Saint-Étienne 19, sans aucun doute. Voilà. Pour terminer, je crois que alors, on me dit qu'apparemment il y a des problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous me voyez. Je vais peut-être répondre à une dernière question, puisqu'on m'a demandé de ne pas faire trop long. On aura l'occasion de refaire un live, si vous voulez, sur d'autres questions particulières pour zoomer.
Simon Luxk me demande si on utilise plusieurs variétés de cannes. Oui, effectivement, Simon, dans la AOC Martinique, on a une petite quinzaine de variétés de cannes qui sont permis, au même titre que certains cépages dans le Bordelais, par exemple, et qui sont partie inhérente à la fois de l'identité et du cahier des charges Rhum AOC Martinique. Donc on a une quinzaine de variétés, certaines que vous connaissez, comme la canne paille ou la canne d'or qu'on a utilisée pour notre parcellaire, la canne rouge, la canne bleue, qui a été démocratisée par Clément il y a quelques années de ça. Donc on a effectivement des variétés de cannes, et il ne faut pas croire qu'une variété a une supériorité par rapport à une autre, mais l'objectif d'avoir plusieurs variétés, c'est de trouver la bonne adéquation entre le terroir et la variété de canne, et le boulot on va dire, des planteurs de canne, leur expertise est justement de trouver cette bonne adéquation et de mettre la bonne variété pour qu'elle soit sublimée sur le terroir en question. Voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est un exercice qui n'est pas évident, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. Voilà, si vous en avez d'autres, bah écoutez, je vous propose qu'on en refasse un avec peut-être une thématique particulière. Je vous souhaite à tous plein de bonnes choses. Surtout, soyez prudents. C'est un poncif, on le répète, mais bon, ça a l'air quand même d'une belle saloperie ce Covid-19, donc bah, soyez prudents. On se dit à bientôt, j'espère au Rumfest, et prenez soin de vous, comme dit la dame à la météo. À bientôt.